Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce summit organisé par Layton, une journée complète dédiée à l'innovation, à la digitalisation, à toutes ces innovations qui ont trait à l'entreprise, aussi à cette nouvelle façon de vivre dans les entreprises. Bonjour Caroline Villecroze, vous êtes CMO chez Layton. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous expliquer un petit peu ce dont il va être question en attendant que tous nos invités se retrouvent notamment dans le Zoom, mais aussi sur la page Facebook de Layton, ainsi que dans l'Open Newsroom. Bonjour Caroline. Bonjour Damien, et bonjour à tous. C'est avec enthousiasme que je vais lancer ce premier Global Innovation Summit dédié au secteur software et tech. En tout cas, c'est le premier en Europe, puisqu'on a déjà eu la chance de l'organiser fin janvier en Amérique du Nord, où il a connu un beau succès. Et je suis ravie de voir que ça va être le cas aujourd'hui aussi, puisque nous avons près de 500 inscrits pour la journée, déjà rien que 150 ce matin. Et puis surtout, je suis ravie d'accueillir des invités de grande qualité pour commencer ce matin à débattre sur la digitalisation de la chaîne de valeur. Tout au long de la journée, en fait, on va aborder des sujets autour euh, des technologies de demain, avec une table ronde européenne à 11h30 qui va regrouper plusieurs intervenants de pays différents. Ensuite, on enchaînera avec nos équipes UK et nos speakers anglais sur les tendances au sein plus spécifiquement de l'intelligence artificielle et du machine learning. On enchaînera ensuite avec le sujet sur le parcours de la transformation digitale avec nos amis italiens. Et on terminera avec un sujet assez brûlant en ce moment, qui est le sujet de la 5G avec nos équipes espagnoles. Voilà, donc une belle journée dédiée à ce secteur. Chaque table ronde est bien entendu suivie d'une session de questions. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions et à intervenir. Plus il y aura d'interactivité, plus on sera dans le thème, en fait, du software. Donc voilà, on sera ravis vraiment et puis nos speakers aussi, évidemment, de pouvoir répondre et échanger avec vous, qui certainement êtes aussi experts ou en tout cas très passionnés par ce sujet. Alors, on sait que ce n'est pas évident parce qu'on est tous beaucoup en télétravail, tous beaucoup derrière nos écrans et on sera ravis un jour de pouvoir faire ce sommet en physique. Mais on a la chance du coup de pouvoir quand même le faire dans de belles conditions sur le digital. Et ça, c'est aussi grâce au software. Donc, un beau sujet pour ce matin. Et enfin, avant de laisser la parole à nos speakers de ce matin, je vais juste présenter Layton en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous sommes un cabinet de conseil qui accompagne ses clients pour une performance plus durable via des solutions qui améliorent le cash flow, donc pour financer les innovations, pour financer la transition énergétique, qui est un vrai sujet aussi aujourd'hui, et puis aussi tous les projets à dominante économique ou sociale qu'on peut dont on peut avoir besoin aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est. Donc, derrière la marque Layton, il y a 1700 collaborateurs, dont la moitié d'ingénieurs et de fiscalistes. Et on est présent dans 12 pays, dont pour la France, une présence dans 10 agences un peu partout sur le territoire pour être au plus près de nos clients. Voilà, Damien, je te laisse enchaîner avec ce beau sujet de la digitalisation de la chaîne de valeur. Merci beaucoup Caroline, on se retrouve évidemment tout au long de la journée puisque vous réinterviendrez dans différents panels tout au long de la journée. Bonne journée, à tout bientôt. Merci, bonne journée à tous. Merci beaucoup. À l'occasion maintenant de vous présenter nos différents intervenants pour ce panel. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h45. Le premier, Marc Courreau. Merci d'être là, Marc Courreau. Vous êtes directeur de l'innovation chez Microsoft. Microsoft que vous avez rejoint en 2004, si je ne me trompe, après un passage chez Neuf Télécom et plusieurs années aussi dans l'éducation nationale. Vous avez travaillé sous les ministères de Claude Allègre, Ségolène Royal, Jack Lang, et vous accompagnez aujourd'hui les clients
président de Microsoft dans leur stratégie d'innovation et de transformation numérique. Merci, merci d'être là avec nous ce matin. Jonathan Bismuth, vous êtes cofondateur et président de DBNM Partners, un cabinet pure player en gestion de risques numériques, c'est bien ça? Un cabinet que vous avez cofondé en 2012. Et puis enfin, Théoman Atamayan, vous êtes directeur du pôle innovation chez Layton et vous nous accompagnez aussi toute cette matinée dans ce sujet qui évidemment vous touche aussi, vous qui êtes avec nous dans le Zoom et sur les différentes pages Facebook. Donc n'hésitez pas à interagir, à nous poser vos questions, à réagir aux interventions de nos différents invités. Moi, j'avais envie de vous poser une première question et en rebondissant un peu sur l'actualité d'hier, je pense, hier matin, où on a Salesforce qui fait un statement assez important en disant que le 9 to 5 work is dead et c'est quand même pas rien comme annonce, ça, Théoman, c'est quelque chose qui... Alors, on l'avait déjà vu au début du confinement avec des sorties très médiatiques de Google, de Twitter, qui ont autorisé désormais leurs employés à travailler en remote pour la vie. Salesforce, c'est encore une autre amplitude comme impact en interne dans les entreprises, parce que là, ça va devenir organique comme façon de travailler. Comment vous réagissez à ça? Alors, pas extrêmement surpris parce que, comme ça a été dit, en fait, d'autres s'étaient déjà positionnés bien avant Salesforce. Après, c'est pas la course au premier qui le dit, mais dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le télétravail est quand même devenu à minima la norme, si ce n'est le mode de travail exclusif. Après, comment on le vit aussi au quotidien, parce que alors, là, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis à mon bureau pour simplement garantir un flux Internet qui soit à peu près stable et être sûr qu'il n'y a pas de déboire par rapport à ça. Mais c'est vrai que globalement, chez Layton, on est quand même très en télétravail. Il y a un certain nombre de tâches sur lesquelles on se permet quand même de venir se recroiser au bureau, etc. Mais globalement, on est quand même à 80-90% en télétravail. Comme disait Caroline tout à l'heure, c'est vrai qu'on préférait, y compris sur ce genre d'event, parce qu'on a, nous à cœur quand même de rester connecté à notre écosystème, c'est extrêmement important. Et donc, on préférerait, si on pouvait, être plutôt autour de quelques croissants, un café, discuter autour d'une vraie table physique, que ce soit avec vous, avec Marc ou avec Jonathan ou avec d'autres. Mais on s'est adapté, en fait. Il y a une vraie adaptation. On s'est adapté aussi parce que c'est vrai qu'on est cabinet de conseil, mais aussi technologie compagnie, quoi. C'est-à-dire qu'on a une équipe IT qui a à cœur de développer des solutions un peu au quotidien, que ce soit pour nos collaborateurs ou pour nos clients. On essaye pour reprendre ce terme qui a été un peu galvaudé, on essaye de digitaliser un peu la fonction conseil dans le bon sens du terme pour proposer des services en plus. Et donc, on a une quarantaine d'outils logiciels qui sont proposés à l'ensemble de notre clientèle. Donc, on essaye aussi d'utiliser ce capital, cet acquis. Ce qu'on constate, c'est que il y a évidemment un effet un peu je ne vais pas dire de morosité, c'est pas forcément le mot, mais il y a un effet de distance forcément qui se crée avec nos collaborateurs. Maintenant, je suis assez, je ne sais pas combien d'entre eux sont derrière leur écran aujourd'hui, mais je suis assez admiratif en fait du travail que font l'ensemble de nos collaborateurs en télétravail. Je trouve que l'entreprise globalement s'est bien adaptée. Les entreprises de notre écosystème aussi ont l'air de s'être bien adaptées. Il se passe des très belles choses malgré la distance. Et donc voilà, la seule réaction, c'est oui, c'est une forme de normalité aujourd'hui en fait. Okay. Chez Microsoft aussi, Marc Courreau, c'est une boîte tech par essence quand même, Microsoft. Ça a été facile ce remote forcé ou c'était déjà anticipé? Puis finalement, c'est juste une accélération assez logique, assez normale. Alors, au-delà des annonces, dans toutes les entreprises multinationales, ça fait longtemps qu'une bonne partie des employés travaillent en remote ou en remote complet. Moi, dans mon précédent rôle, je m'occupais d'une division européenne et je suis resté près de temps en remote complet. Et là, par ailleurs, mon Outlook me dit que ça fait 340 jours que je ne suis pas passé au bureau. Donc, le Covid nous force à travailler différemment. Mais au-delà des annonces, donc, Microsoft commercialise Office, qui est quand même la plateforme de collaboration numéro 1. Et on travaille aujourd'hui avec la quasi-totalité de nos gros clients sur la façon d'aborder le travail en remote, qui est en général pas remote complet d'ailleurs, parce que
personne n'arrive vraiment à s'adapter à ça. C'est plutôt la mise en place de l'hybride qui nous est demandé. Donc PSA, qui doit être un autre pionnier, annonce passer à 70% en remote, donc 30% in situ. Et tout le jeu, c'est de savoir comment on utilise ces outils de collaboration, de connexion, quelle sécurité mettre en place. Et puis surtout, quelle nouvelle. Ce que je trouve marrant là dans les travaux qu'on fait, c'est quel mode d'organisation, quelle nouvelle façon de travailler, de se voir, de ne pas se voir, à quelle heure on met en place. Tout le monde essaye un peu des choses. C'est une période assez amusante de ce côté-là, parce qu'on est obligé d'essayer beaucoup de choses nouvelles. Alors, Donc, effectivement, un gros sujet. Ouais, on aura l'occasion d'y revenir évidemment au cours de cette discussion. De votre côté, Jonathan Bismuth, comment ça se passe? Le remote, vous êtes basé en Israël, si je me trompe là. Absolument. Donc moi, de mon côté, j'ai franchi le cap du télétravail il y a quelques années déjà pour être au plus proche de l'innovation, notamment en matière de cybersécurité. J'ai quitté le territoire fin 2014 et je vis à quelques minutes de la Silicon Valley israélienne pour fréquenter un petit peu tout ce mouvement bouillant d'innovation et de maturité cyber qu'on va rencontrer ici. La transition a été faite il y a très longtemps. En fait, dès qu'on a monté le cabinet, notre objectif, c'était de toute façon d'avoir quelque chose qui était digitalisé par défaut. Ça, c'est parti de notre cahier des charges pour nos solutions, nos outils, notre mode de fonctionnement par essence. Ne serait-ce que par agilité, hein, tout simplement. On a une problématique en cybersécurité qui est évidemment l'amélioration continue et le suivi continu et une agilité excessive, puisque c'est notre job, hein, tout simplement, que de protéger dans tous les cas de figure. Mais ça a été inclus by design au moment de la construction de l'entreprise. Vous avez dit, nous, on sera remote first, et c'est comme ça, ce sera une façon de fonctionner. Alors, on marche malgré tout, comme plus précisément qu'avant, on marche en mode hybride, tout simplement parce que en dehors de la partie outils, en dehors de la partie capacité à faire, il y a l'humain qu'il faut replacer devant tout, et l'humain, c'est l'humain social. Donc, faire du confinement, faire du remote, etc., oui, mais on le voit bien, même chez nous, hein, il y a quand même une volonté à un moment de retrouver ses collègues en partie. Les bureaux sont restés ouverts, on a des espaces de loisirs pour qu'ils puissent se retrouver et passer un peu de moments ensemble, parce que sinon c'est compliqué. On l'a constaté de la même manière chez nos clients. Par défaut, on fait notre boulot de conseiller en cyber, on passe beaucoup de temps en clientèle. Et même dans ce sens-là, chez nos clients, l'aspect remote a été surdéveloppé. Post-crise, c'est pas une grande nouvelle que de dire ça, mais avec malgré tout quelques allers-retours sur place, ne serait-ce que pour sociabiliser, parce que parfois ça reste compliqué. Mais d'un point de vue purement outillage, d'un point de vue mode de fonctionnement, si on devait parler de mode de fonctionnement hybride, oui, on est certainement sur un 70-30 ou un 80-20 aujourd'hui. Justement, en termes de process, évidemment, ça a changé beaucoup de choses. On voit que ça a accéléré un certain nombre de processus qui existaient déjà aussi. N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, dans les commentaires et sur Zoom, si vous avez des bonnes pratiques qui ont émergé, à les partager avec les autres participants. On a l'habitude de dire qu'en sécurité informatique, le problème il se situe souvent entre le clavier et la chaise. C'est-à-dire c'est l'humain. Quand on est tous en remote, c'est autant de backdoors potentiels qu'on ouvre et de potentialités de se faire hacker, de se faire tout simplement rentrer dans les systèmes. Jonathan Bismuth, c'est quelque chose sur lequel j'imagine que vous avez travaillé avec vos clients, avec vos partenaires. Comment c'est quoi les conseils ou qu'est-ce que ça a changé en fait dans l'accompagnement que vous avez pu apporter? Concrètement, alors, juste un chiffre qui n'est pas de moi, hein, qui est de l'ANSSI, hein, sur 2020, et avec l'explosion du télétravail, les attaques par phishing successful ont augmenté de 255%. Nous, ce que l'on voit, c'est qu'un point de vue purement attaque, réussi ou pas, on a largement dépassé les 1000%. Dans les faits, quand on conserve un mode de fonctionnement, de gouvernance cybersécurité, une gestion du risque de manière générale qui reste comme à l'époque, c'est forcément plus compliqué. C'est forcément plus compliqué parce qu'avec X milliers de personnes, certaines personnes, dizaines de milliers de personnes qui sont chez eux, qui peuvent se connecter, les outils de protection qu'on va avoir derrière le LAN super sécure du travail
mais ils ne sont pas forcément là. En tout cas, pas tout le temps et pas constamment là. Donc, il y a une gouvernance différente qu'on a étudiée, qu'on a dû proposer en matière de mise en place. Ça me fait un peu seum, on a la chance d'avoir Microsoft de notre côté, puisqu'ils ont beaucoup œuvré, en particulier sur 2020, en matière d'innovation, protection, cybersécurité, sur tout ce qui est le passwordless, des choses comme ça. Donc, ce sur quoi, évidemment, nous aussi, on appuie, parce que les modes de protection, le mode de fonctionnement classique, dans un monde de tout télétravail post-Covid, ça ne marche pas. Tous ces modes de fonctionnement faisaient partie d'un temps où ça impliquait qu'on était derrière le LAN de l'entreprise, avec des firewalls devant, avec une connexion sécurisée, avec, etc. etc. Quand on est sur du pure remote, on a une partie qui fonctionne encore, pas le reste, les modes de fonctionnement sont différents et surtout les modes d'attaque ont évolué de manière très importante. Et donc, le curseur cybersécurité, enfin, du moins gestion de risque ou protection des données, il doit bouger. Ça ne veut pas forcément dire que ça doit être plus compliqué ou plus cher ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire que nous-mêmes, cabinet en maîtrise de risque, on a dû revoir nos modes, nos conseils, nos modes de fonctionnement, nos bonnes pratiques pour s'adapter à un monde qui forcément a changé dans ce sens-là. Et donc, le curseur sécurité va se positionner d'une manière un petit peu différente pour maîtriser plus facilement les attaques qu'on n'aurait pas pu voir réussir facilement avant. Ça veut dire, Marc Corot, qu'il faut faire preuve de pédagogie auprès de ses clients aussi par rapport à ça. C'est quelque chose que vous avez constaté dans les nouveaux processus ou dans l'accompagnement que vous pouvez faire auprès de vos clients actuels chez Microsoft. Où la digital literacy, elle en est où? Est-ce qu'il faut repartir de très très loin, ou bien est-ce que c'est des choses c'est des adaptations à la marge et finalement c'est du bon sens? C'est très variable. D'abord, tous les métiers, il n'y a pas de généralité, tous les métiers se digitalisent pas de la même manière, même si on prend des cas extrêmes, l'industrie, c'est pas le service, mais dans la réalité, c'est un mouvement qui avait commencé il y a 5-6 ans en tout cas, sur le passage sur le digital de la totalité des métiers aujourd'hui, en tout cas de ce qui peut être digitalisé. Les usines, par exemple, aujourd'hui sont très largement digitalisées avec une grande complexité de systèmes. Le passage en remote, on est en train de vivre là, c'est plutôt un passage à l'échelle, c'est-à-dire toutes les entreprises expérimentées avaient leur remote working existant. Et là, la difficulté, c'est plutôt de scaler ça à tout le monde, ou quasiment tout le monde, lorsque c'est possible. Donc, effectivement, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, la sécurité est un élément essentiel. Ce qui veut dire être beaucoup plus professionnel dans la gestion de sa sécurité. Voilà, donc ça, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. Et d'ailleurs, je crois qu'on a annoncé pour la première fois nos chiffres d'affaires sur la sécurité, qui devient un vrai business chez nous, puisqu'il a atteint 10 milliards. Pas en service, mais en infrastructure. Donc, dans l'infrastructure IT, c'est un vrai business. On considère que notre plateforme doit être la plus sûre si on veut pouvoir la déployer et que nos services soient utilisés. Mais là où je vous rejoins, ce qu'on va vivre de vraiment intéressant, c'est comment tout le monde va devoir s'adapter dans les 2, 3, 5 ans qui viennent à l'usage de ces plateformes distantes, dans le respect de ce qu'un interlocuteur disait avant, de l'humain, c'est-à-dire il faut qu'on continue à prendre plaisir à travailler, à rentrer du monde, il faut qu'on soit efficace. Donc, il y a des gains évidents. Alors, en particulier à Paris, on a des collaborateurs qui gagnent 2 heures de temps par jour, ce qui est quand même pas négligeable. Hein. Voilà. Et puis, il y a des pertes. Si ces 2 heures de temps sont utilisées à 100% pour bosser, où est le gain? Donc, voilà, c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Et nous-mêmes, hein, et dans mes équipes, par exemple, on expérimente beaucoup de choses différentes.
Hier, on avait une réunion à ce sujet et la demande de mes équipes, par exemple, c'est d'instaurer ce qu'on a appelé une journée du silence. C'est-à-dire une journée sans réunion, sans call, sans être dérangé, pour pouvoir travailler tranquillement chez soi sur des sujets de fond. Marrant comme demande. On va essayer, on va voir si c'est utile, efficace. Voilà, donc la période qu'on vit est intéressante. On a des outils qui répondent à la demande. Comment est-ce qu'on va les utiliser collectivement? C'est ça qui nous intéresse ici. C'est ça qui nous intéresse ici. Oui, tout à fait. Théoman, même constat chez les clients de Layton. On reviendra probablement pas en arrière parce qu'il y a quand même des bonnes pratiques qui ont émergé, mais ça va demander de l'adaptation. On parle d'humain depuis tout à l'heure, entre autres du point de vue humain. Il va falloir rewarder le fait de se déplacer. En fait, ça nous rappelle un petit peu la partie humaine de l'entreprise en réalité. C'est-à-dire qu'en perdant cette proximité physique avec nos collaborateurs ou avec nos clients également, parce que nous, ce qui nous manque, on peut le dire, c'est d'aller rencontrer quotidiennement nos collaborateurs, mais aussi d'aller rencontrer nos clients et nos prospects. C'est quelque chose qui nous manque au quotidien. Et d'ailleurs, quand on a décidé de rouvrir un petit peu les bureaux, etc., et de permettre à nos collaborateurs de revenir, c'était pas l'initiative de l'entreprise, c'était une demande un peu généralisée aussi des collaborateurs qui voulaient revenir un peu, se retrouver. Et donc, on a dans le respect d'un certain nombre de règles bien précises, on a rouvert un petit peu le sujet. Moi, dans tout ce qui a été dit, il y a 2-3 éléments que je voulais un petit peu mettre en perspective. Premièrement, effectivement, l'aspect humain. Je trouve ça assez amusant, cette demande de la journée du silence. Enfin, amusant, assez intéressant parce que ça me rappelle un petit peu il y a quelques années quand on instaurait dans les entreprises des journées sans mail, c'est-à-dire où le service IT débranchait le service mail. Moi, j'ai connu ça dans une vie précédente. Et où pendant une journée, on n'avait pas de mail, donc on devait se lever de sa chaise, aller voir dans les bureaux des uns des autres, etc. C'est un peu une envie aussi on le vit tous, je pense, les réunions Teams ou les réunions visio peuvent être aussi épuisantes parce qu'on se prévoit pas ces 2 minutes de commute entre les réunions et donc du coup on passe d'un écran à l'autre, etc. On finit par enchaîner et passer sa journée en fait bloqué face à son écran. Donc, il y a effectivement, je rejoins ce que disait Marc Corot tout à l'heure, il faut aussi analyser le gain et la perte. Mon retour personnel, c'est qu'on a plus de facilité à perdre l'équilibre pro-perso quand on travaille de chez soi, parce qu'on a beaucoup plus de mal à se mettre des limites. C'était assez amusant aussi dans les bonnes pratiques qui ont émergé, que j'ai vu quelque part sur le net. Il y a le fait de s'astreindre à s'habiller comme pour aller au bureau, en fait, chez soi. C'est-à-dire qu'on crée un rituel du matin, un rituel du soir, c'est-à-dire j'embauche, je débauche. Il y a pas mal de gens qui partagent ce genre de choses. Donc, effectivement, l'aspect humain reste au centre et de plus en plus. Créer du lien, alors pour le coup, pour partage d'expérience, nous, on travaille via Teams, qui s'est imposé, en fait, comme un outil collaboratif du quotidien. À tel point, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, moi, au lieu d'appeler mes collaborateurs par mon téléphone, j'ai tendance à les appeler par Teams. Parce qu'il y a tout de suite la vidéo, il y a l'historique de l'échange, il y a un certain nombre de choses qui peuvent aussi aider à recontextualiser. Et donc, c'est rentrer dans les mœurs. C'était pas forcément dans la culture Layton initialement, donc j'ai trouvé ça assez fort, la vitesse à laquelle l'entreprise aussi et les collaborateurs se sont adaptés. Et aujourd'hui, ça marche plutôt bien, modulo effectivement ce lien humain. L'autre élément que je voulais un petit peu mettre en perspective, c'était les aspects de cybersécurité qui sont chers à Jonathan, entre autres, mais en fait qui sont chers aujourd'hui à toutes les entreprises. Il y a eu un certain nombre d'études récemment qui ont publié des éléments que j'ai trouvé assez intéressants. Une étude McAfee notamment qui a chiffré le coût mondial de la cybercriminalité à 1% du PIB mondial. C'est le PIB des Pays-Bas. Je ne sais pas si on arrive à réaliser ce que ça peut représenter en termes de coûts. Donc ils ont sommé en fait l'ensemble des coûts, les pertes de production, les pertes de productivité, les coûts éventuels financiers, les rançons éventuellement payées, etc. Je trouve ça assez impressionnant. Et si on regarde sur le panorama France 2019, on a grosso modo 42% des PME qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre par une cyberattaque, avec un coût moyen d'attaque qui est de l'ordre d'1,3 million. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu central au sein des entreprises, encore plus avec ce remote pris de manière généralisée. Et effectivement, le sujet est très humain parce que quand on regarde les tests qui ont pu être faits par des entreprises, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui émergent aussi, c'est-à-dire de faire des tests de phishing auprès de ses collaborateurs pour vérifier s'ils vont cliquer sur le fameux lien.
Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais en fin d'année dernière, une entreprise américaine avait fait un tollé en fait en envoyant un lien de test de phishing à ses collaborateurs en annonçant une fausse prime de fin d'année. Voilà. Là, pour le coup, allier la technologie à l'humain, faut mettre les choses aussi en perspective. Je pense que ça les a pas aidés dans leur image interne, mais c'est effectivement un enjeu primordial aujourd'hui. Alors dans le chat, c'est Laurent Cario qui nous dit bonjour à tous. Mon retour d'expérience sur le remote, c'est que les collaborateurs sont fortement demandeurs de contact au sein du travail. L'hybride est aujourd'hui, en tout cas, et de loin, ce que les gens attendent le plus. Matériellement, c'est plus compliqué à organiser. Tous les postes ne s'y prêtent pas et la sécurité, comme ça a été dit, est un point clé. D'ailleurs, Jonathan Bismuth, en préparant la discussion ici, vous avez pris un exemple qui, moi, m'a marqué, de bonnes pratiques dans la sécurité. Et c'est pas forcément à ça qu'on pense en premier. Il y a une entreprise qui a, by design, construit tout son service avec une sécurité qui, selon vous, en termes d'expérience utilisateur, est juste incroyable. Cette société, c'est Netflix. Et oui, vous pouvez nous en dire un mot? Tout à fait. En fait, on a longtemps eu cette idée ou cette image de la cybersécurité comme limite d'infra-innovation, d'un coût supérieur, etc., etc. Et quand on prend cette pauvre petite start-up qui est Netflix, quand on réfléchit un petit peu à son mode de fonctionnement, concrètement, ils ont repris des pratiques qui étaient à la base historiquement des pratiques de cybersécurité avec des présentations, sans faire de technique, mais des présentations applicatives, de la publication de contenu à distance avec des verrous de sécurité autour qui étaient non pas chez l'utilisateur, mais directement en interne chez eux. Donc, la problématique du comment ça se passe pour la protection de l'utilisateur quand il est au travail, elle tombe à l'eau par défaut. Et ils ont utilisé ces méthodes de sécurité, de gestion d'identité, notamment de contrôle d'accès, etc., pour en faire un service qui aujourd'hui est, je pense, très clairement considéré comme un service technologiquement fiable, qui a de la valeur. Les données qui sont à protéger sont des données qui sont disponibles au public. Ça reste du média avec des droits d'auteur, avec des coûts, avec des budgets, avec etc., etc., etc. Et d'un point de vue purement sécurité, c'est un bijou. Quand on voit la capacité qu'ils ont pu avoir à diffuser, là en l'occurrence du média, mais quelle que soit l'information sur, à l'époque on appelait ça anytime, anywhere, donc sur tous les terminaux, que ce soit un navigateur, une télévision, etc., etc., avec une simple application, une authentification qui est extrêmement simple, une protection en matière de l'application qui est fiable, et tout le reste est délégué en centrale. Et c'est totalement transparent pour l'utilisateur, sauf s'il tente de faire quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est quelque chose qui est vraiment fascinant, parce que d'un point de vue ergonomie, utilisateur, ça en est devenu aujourd'hui un standard de qualité de facto. N'importe qui devant les fixes sait comment l'utiliser. Et pourtant, c'est des bonnes pratiques de sécurité historiquement qu'ils ont fait. Donc le message que vous faites passer aujourd'hui, ce serait bien que l'administration, entre autres française, puisse s'inspirer de ce que Netflix a pu faire, mais pas que l'administration française. J'imagine que pour beaucoup d'entreprises, ça peut être des bonnes pratiques qu'on peut imaginer avec cette sécurité côté serveur. Marc Courreau, vous l'avez dit en introduction, on se déplace moins. On gagne peut-être du temps dans l'absolu si effectivement les 2 heures de commuting le matin et le soir sont utilisées à bon escient, mais on va continuer à se déplacer et on va continuer à utiliser des véhicules, on va continuer à utiliser des transports individuels et en commun. Vous accompagnez avec Microsoft le groupe Renault-Nissan, si je ne me trompe. Comment en interne, c'est quoi la réflexion derrière cette automatisation aussi, cette Madeleine de Proust presque, de se dire la voiture autonome, ce sont toutes des choses sur lesquelles vous accompagnez le groupe dans son évolution, et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un marché qui est challengé et challenging. Juste pour prendre un peu de recul, mon métier chez Microsoft, c'est de co-créer avec nos clients et partenaires la façon dont ils vont utiliser les technologies cloud et avancées du digital pour transformer leur business et répondre aux demandes de leurs clients à eux qui arrivent. Donc, c'est vaste, mais en gros, ce qu'on constate, c'est que l'utilisation du cloud demande
une bonne compréhension de l'innovation, de l'écosystème d'innovation, donc qui contient Microsoft, mais des tas d'autres entreprises, et puis souvent des réorganisations, parce que pour mieux faire travailler les métiers, l'IT, etc., etc. Et donc, effectivement, l'un des premiers gros sujets qui est arrivé quand on a créé cette équipe il y a 4 ans, ce sont les constructeurs automobiles qui ont besoin pour passer le pic d'innovation qui est devant eux. Donc, d'une part, la voiture autonome connectée, d'autre part, le changement d'énergie de leur voiture. Ils ont besoin de support technologique, ils ont besoin d'aller vite. Et donc, on travaille avec un certain nombre de ces manufacturiers dans le monde pour construire la plateforme de voitures connectées. Donc, comment est-ce que la voiture se connecte à un cloud de manière à échanger des informations en permanence. Donc, ce cloud, bien entendu, appartient au car manufactureur. Hein, c'est son organisation, ses data, etc. Pour permettre à la dite voiture d'être au courant de là où elle est, de ce qu'il faut faire et échanger des infos qui permettent d'augmenter la sécurité ou tout ce qu'on veut. Et c'est à partir de cette infrastructure qu'on peut imaginer construire toute une gamme de services nouveaux qui vont de la voiture connectée à la voiture autonome, et des tas de choses diverses et variées, l'infotainment de la voiture, etc., etc. Et le rôle donc nous, on fournit pas de service pour la voiture en tant que telle, on ne fournit pas de voiture, on ne construit pas de produits. En revanche, on est un accélérateur d'innovation, on est un accélérateur d'usage des technologies avancées pour ces entreprises dont le cœur de métier n'est pas le software. Parce que le problème principal pour l'ensemble de l'industrie, c'est de passer de manière accélérée à l'usage du software. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui de très grosses problématiques autour de… Bon, alors la voiture autonome, on en a fait tout un pataquès il y a quelques années. C'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire partout. Il y a des tas de complexités technologiques autour de l'IA, de la responsabilité, etc., etc. Mais la voiture connectée, elle, est réellement un service extrêmement intéressant à apporter aux utilisateurs de la vie de voiture pour ramener finalement la puissance du web et de l'intelligence artificielle, pour faire court, dans la voiture. Et donc, sans révéler de choses particulières, et on a travaillé effectivement entre Renault-Nissan, ça a été annoncé, mais on travaille avec à peu près la moitié des car manufactureurs dans le monde à construire des services nouveaux avec les datas de la voiture. Donc, ça va de choses très simples qui sont la détection de panne en avance. Il y a beaucoup de capteurs dans une voiture, ces datas ne sont pas utilisées aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on peut anticiper les pannes individuellement, mais on peut aussi anticiper des pannes sur des ensembles de voitures, permettant de mieux qualifier la fiabilité d'une gamme de voitures, etc. Donc là, c'est juste un exemple de choses qu'on peut faire une fois que le car manufacturer possède ces datas et est capable de les utiliser. Voilà. Ça veut dire quand même que vous vous approchez très très près du cœur du réacteur des entreprises que vous accompagnez. Là, vous êtes sur un sujet qui est très très sensible. Comment vous gérez cet apport-là tout en gardant la valeur évidemment pour l'entreprise, puisque l'objectif, c'est que l'entreprise soit successful et augmente sa capacité. Mais vous vous approchez très très fort de son cœur de métier qui est en train de switcher. Donc c'est un changement c'est une évolution de la stratégie de Microsoft. On a longtemps été, on est une entreprise de plateforme horizontale avec Office que tout le monde connaît, le cloud, Windows, etc.
Mais on se rend compte que pour que le cloud soit vraiment adopté par nos clients, on a un besoin de les aider à travailler le software et la façon dont ils peuvent utiliser au mieux et innover au mieux au-dessus de cette plateforme. C'est-à-dire que les évolutions de compétences et d'organisation ne vont pas assez vite dans certaines entreprises pour affronter la concurrence. Et nous, notre job, et ça, c'est vraiment notre stratégie, c'est pas de concurrencer nos clients, c'est pas de faire à leur place, c'est de vraiment arriver à les faire monter en compétences pour qu'ils utilisent à plein cette techno. On a des clients historiques depuis 20 ans, 30 ans, et notre job, c'est de faire qu'ils arrivent à utiliser au maximum la puissance de la technologie qui sort des usines à produits qui sont assez telles. Et donc, c'est vraiment de la co-innovation. Et là où vous avez raison, il y a 5 ans, chez Microsoft, on travaillait essentiellement avec l'IT chez nos clients. Aujourd'hui, on travaille avec l'engineering des car manufacturers, on travaille avec l'engineering des gens qui fabriquent des avions, on travaille avec les usines dans le manufacture, on travaille avec le marketing dans le luxe, sur les data marketing que ces gens ont et pour les utiliser au mieux. Donc, on rentre toujours sous un prisme software, technologie, efficacité de la data. On rentre dans le cœur de réacteurs, Et on peut le faire pour la simple et unique raison qu'on reste dans une relation B2B ou de co-création dans laquelle nous, on ne possède pas de data. On ne rentre pas dans le métier de nos clients et on intervient dans le conseil ou en tout cas la co-création de valeur sur leur plateforme. Théoman, là-dessus, on s'en rend compte un capital incroyable, un asset fantastique dans la data, ça c'est pas nouveau, mais on se rend compte aussi que de plus en plus, il y a des décisions qui sont prises grâce à la data, voire même anticipées. Marc Corot parlait du fait qu'on pouvait prévenir des pannes, on peut anticiper un certain nombre de choses, on peut proposer des nouveaux services, etc. Comment au sein de Layton, en tant que directeur de l'innovation, vous accompagnez vos clients sur ces changements-là, parce que c'est des changements qui sont structurels, qui posent des questions presque philosophiques aussi. Je pense qu'il y a d'autres panels dans le cours de la journée qui auront l'occasion d'aborder ces notions d'intelligence artificielle plus en amont, mais on se rend compte que la DSI, par exemple, dans une entreprise qui était un service parmi d'autres et qui était surtout considéré comme étant un grand poste de coût, devient un vrai partenaire. Les DSI, maintenant, rentrent au CODIR. Exactement. Alors, comment on accompagne nos clients? Nous, on voit le sujet par la lorgnette de leur financement, parce qu'effectivement, soutenir sur le plan technologique, comme peut le faire Microsoft, l'ensemble de ces projets nécessite aussi pour les entreprises un certain nombre d'investissements en fait, pour être effectués. Et nous, notre équipe propose, alors on a une équipe qui fait du recrutement de profils qui sont capables de réaliser ces projets, mais tu parlais de cœur de réacteur. Le cœur de réacteur, c'est vraiment d'aider nos clients à trouver les bons financements en fait, pour ces projets-là. Et on les accompagne de manière assez large, parce que ce qu'on essaye de faire en général, c'est d'apporter non pas juste un produit de financement, mais une réponse à un enjeu. Et là, pour le coup, on l'évoquait tout à l'heure, dans le domaine automobile, qui est quand même assez significatif par rapport à cette transformation également. Aujourd'hui, les enjeux sont digitaux, énergétiques, d'ingénierie, technologique, etc. Et donc, on a une espèce de mix pour nos clients qui représente une vraie difficulté, je pense, aussi pour eux, parce que ce ne sont pas des sujets qu'on peut adresser silo par silo. Aujourd'hui, on est dans une approche très transverse de cette transformation technologique en fait, qui est initiée. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'on a, alors en France et en Europe d'ailleurs, on a la chance d'avoir un écosystème du financement de ces projets-là qui est assez riche, qui permet aux entreprises d'avoir des aides pour avancer sur la R&D, sur l'innovation, pour trouver également des subventions, et pour accompagner en fait l'ensemble de ces transformations. Ce qui m'amène aussi à un sujet, c'est que dans ce que j'entends et dans ce que j'observe, il y a un certain nombre de transformations qui sont des transformations en cascade. C'est-à-dire que l'ensemble de cette évolution technologique, digitale et l'ensemble des usages qu'elle peut permettre, je mets de côté l'accélération que nous a imposé le Covid.
tout ce que je dis là était vrai, à mon sens, avant même cette crise du Covid qui nous a tous mis en full digital. Mais bien avant ça, je pense que l'évolution des technologies permet d'envisager un certain nombre d'évolutions d'usage. Et tout cela nécessite des transformations en cascade, des transformations au niveau des usages de nos clients, des transformations de fait au niveau de l'entreprise elle-même et de comment elle offre une expérience collaborateur et une expérience client différente, plus large. Comment on interprète le customer-centric dans l'ère du digital, en fait, c'est une vraie question. Au niveau de la prise de décision que tu évoquais dans l'entreprise, il y a une vraie évolution aussi qui s'observe. Et donc, du coup, pour tous les partenaires, toutes les entités de l'écosystème qui accompagnent cette transformation-là, qu'il s'agisse de Microsoft qui va accompagner en proposant des solutions technologiques, de DB&M qui va accompagner en essayant de sécuriser tout ce qui se fait, ou de Layton qui va essayer d'accompagner en finançant un certain nombre de thématiques dans ces projets-là. C'est tout cet écosystème en fait qui se transforme complètement. Et donc, le métier de Microsoft, je pense, Marc Corot pourra le confirmer, le métier de Microsoft a évolué. C'est-à-dire que passer de fournisseur de software à fournisseur de services SaaS, à société de conseil pour accompagner nos clients vers une maîtrise de cette technologie. Alors moi, c'est une évolution que j'ai observée parmi pas mal de boîtes technologiques. C'est pas les mêmes ressources, c'est pas les mêmes façons d'aborder le client, c'est pas les mêmes façons de vendre, c'est pas les mêmes façons de délivrer. Et donc, ce sont des transformations qui sont assez profondes. Pour ce qui est de la prise de décision, qui est un thème qui m'est assez cher, aujourd'hui, la valeur de la data n'est plus à démontrer. C'est-à-dire que d'accompagner un dirigeant d'entreprise dans sa prise de décision à partir d'éléments à partir d'informations clés qui lui sont consolidées et fournies comme une aide à la décision, c'est un premier pas que beaucoup d'entreprises ont franchi. De mettre là-dedans une aide à la décision avec une intelligence artificielle ou du machine learning, etc., des choses qui vont un peu plus loin pour peut-être lui amener des préconisations de décisions à prendre, c'est un pas que peu d'entreprises pour l'instant ont franchi. Ça commence à arriver, hein, ça commence à venir, on l'observe. Et en fait, derrière ça se pose la question de la responsabilité. Et là, alors, je ne rentre pas dans le débat philosophique de qui finalement est responsable de la décision, mais la même question qui se pose aux fabricants d'automobiles, de dire lorsque mon autopilot doit décider entre dévier de sa trajectoire et écraser une personne sur le trottoir ou rester sur sa trajectoire et mettre en danger la vie du pilote, la vie du conducteur, ce sont exactement les mêmes questions qui se posent, mais cette fois-ci à l'échelle de l'entreprise. Jonathan Bismuth, c'est vrai qu'on se rend compte que les véhicules connectés, parce que c'est un exemple dont on parle là, mais il y en a plein d'autres, on sait que les niveaux de sécurité ne sont pas les mêmes, selon les constructeurs, selon les puces qui sont à l'intérieur aussi, selon l'accès qu'on peut avoir et la transparence du code, si on veut parler un peu de ça aussi. Comment est-ce que vous réagissez à ça ? On parlait de l'automobile, mais c'est vrai que le jour où on a des flottes automobiles qui viennent, par exemple, d'Asie, par exemple, de Chine, on n'est pas sur les mêmes levels de sécurité qu'en Europe. Alors, si on devait même relever encore les choses, là, on touche quasiment clairement à la cybersécurité de l'IoT. L'IoT, aujourd'hui, une voiture connectée, concrètement, on pourrait presque l'assimiler d'un point de vue purement cybersécurité, s'entend, à une espèce de tablette avec une batterie qui a fait avancer des roues. Parce que c'est connecté, parce que ci, parce que ça. Et concrètement, la sécurité de l'IoT, bon, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel on croit suffisamment pour être membre de l'IoT Cybersecurity Foundation. Donc, on sait que c'est la suite logique de tout, mais c'est différent. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec, en awareness, en advisory, avec des constructeurs qui ne sont pas nécessairement des constructeurs automobiles, mais qui sont les constructeurs chinois de composants pour l'industrie automobile connectée. Et effectivement, comme vous l'avez très justement dit, la philosophie du security by design, c'est quelque chose qu'on connaît bien en Europe, qui est moins mature, en tout cas dans les industries asiatiques, c'est quelque chose qui reste récent. Il y a une connaissance, mais pas au niveau qu'on pourrait attendre. Et donc, on rencontre très souvent des niveaux qui seront différents, ou des certifications acceptées qui seront différents pour des composants qui, au final, vont devoir s'interfacer pour que le véhicule connecté soit connecté. Et concrètement, d'un point de vue purement risque,
Et là, pour le coup, on en a parlé, hein, il y a énormément de data qui peuvent être récupérées dans une voiture. Oui, ils peuvent être récupérées pour faire quelque chose de bien, ou elles peuvent être récupérées pour détourner l'utilisation de la voiture, ce qui est un peu plus problématique pour le coup. C'est quelque chose sur lequel ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et sur lequel voilà, on en est encore pour beaucoup à de l'advisory parce que forcément, ça demande une maturité qui n'est pas nécessairement celle qu'on trouve partout. Et sur le cas spécifique du véhicule connecté, ou du moins des composants primaires rassemblés dans le cadre d'une voiture connectée, notre expérience chinoise démontre à minima qu'il y a encore du travail à faire en matière de conseil, en matière d'adaptation, en matière de compréhension et en matière de sécurité by design. Hein, pour le coup, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé, qui a été un peu galvaudé, mais dans le cas de figure mécanique, IoT pur, c'est quelque chose qui est nécessaire, hein, tout simplement parce que là, on parle de vie humaine derrière. Oui, c'est littéralement des armes ambulantes, une voiture. Ouais. C'est évident. Marc Corot, quand on parle d'expérience utilisateur, on parle souvent du client final. Il y a les utilisateurs en interne aussi, on en a parlé tout à l'heure. Comment dans les processus d'innovation pour les clients que vous accompagnez, comment vous arrivez à mixer les deux, la prise de conscience que l'utilisateur est au centre du processus, c'est pas forcément quelque chose non plus qui est tout à fait naturel, en tout cas pas dans toutes les sociétés. Comment ça fonctionne avec les boîtes que vous accompagnez? Alors, encore une fois, juste pour prendre un peu de... Donc, le design et l'UI, c'est quelque chose donc on fait depuis longtemps et on a développé que nos produits soient consumer ou entreprise. On a développé une stratégie de design qui s'appelle l'inclusive design. Je vais en parler 2 minutes parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, l'inclusive design part du principe que quand vous faites un design d'un produit, ce produit doit pouvoir être utilisé par tous, quel que soit qui vous êtes ou un potentiel handicap que vous pouvez avoir. Et non pas dans l'idée que le design du produit doit compenser votre handicap, mais bien que le produit doit s'adapter vraiment à tout le monde dans tous les types de situations. Donc, ça demande des procédures de design qui sont très différentes de ce qu'on faisait il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Avec des gens qui font du design qui sont un peu différents. Voilà. Donc ça c'est juste la base. Et ça a l'air d'un détail, mais le design de produits de software, en fait, nous touche tous. Hein, on est tous avec du software tous les jours. Et donc, ça a quand même un énorme impact sur la façon de vivre. Et donc, effectivement, ce principe de design, c'est quelque chose que... donc, on a 60 000 personnes qui font du développement chez nous, à la louche. C'est quelque chose que tout le monde adopte. Et donc, on est fondé à, lorsqu'on discute avec nos partenaires et clients qui ont la façon dont ils font du design, ils font du software, sont des choses qu'on partage et qu'on accompagne. Et moi, je suis de ma casquette Microsoft, je suis à titre personnel très impressionné par l'inclusive design et la volonté qu'il y a derrière. Je vais vous prendre un exemple, mais qui m'a frappé. Les premiers téléphones ont été designés pour monsieur ou madame tout le monde. Et puis, peu à peu, on s'est mis à designer des produits qui pouvaient être utilisés par un bras ou dans des circonstances de ce type-là. Et en fait, ça touche tout le monde. C'est pas forcément un handicap, mais vous pouvez être amené à n'avoir qu'une seule main à donner à votre téléphone. Et donc, cet inclusive design, finalement, permet au produit d'être beaucoup plus adapté à toutes les circonstances de la vie pour tout le monde. Voilà. Moi, je suis très fasciné par ça. Je suis fasciné par l'impact que ça a sur l'innovation au global. Tout d'un coup, en designant vos produits de cette manière-là, vous vous mettez à penser radicalement
de manière radicalement différente de la façon dont vous les concevez. Vos produits qui peut-être étaient entreprises destinées à une petite partie de gens, finalement deviennent beaucoup plus mainstream, se découvrent des usages auxquels vous n'aurez jamais pensé. Et les bouts de software que vous avez développés dans un cas sont réutilisables dans plein d'autres cas. Voilà, donc ce sont des méthodes, c'est public, hein, vous trouverez ça sur le site de Microsoft, d'autres entreprises qui se sont mis à l'adopter, donc pas une révélation que je vous fais, mais enfin, c'est pas si connu. Et honnêtement, si on recommence aujourd'hui à faire du software dans une entreprise, si on s'y met, moi j'encourage vivement de regarder ça et de voir comment on met ça en place. Alors bien entendu, ça demande, c'est du DevOps, ça demande de toutes les méthodologies modernes, entre guillemets, c'est un truc moderne veut dire quelque chose, en tout cas qu'on utilise aujourd'hui pour être mis en place. Et donc oui, on accompagne nos clients là-dedans parce qu'aujourd'hui, tous les produits consumer, prosumer, semi-consumer ont besoin de ce développement. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Teams n'était pas un produit consumer il y a un an. C'était un produit qui avait été conçu pour être utilisé en état d'entreprise. Et puis, il s'est passé un truc qui s'appelle Covid, qui a fait que l'usage de Teams en dehors de la sphère dans laquelle ça avait été conçu a été massive. On nous a demandé de développer ce produit partout. Alors, heureusement, on l'avait développé en UX inclusive et donc, ce n'était pas si compliqué que ça de le rendre accessible par tous. Dans son usage, dans son déploiement, dans sa sécurité, puisque la sécurité est embedded dans Teams, etc. Donc oui, aujourd'hui, on ne sait pas. Quand on design un produit, à quoi il va être utilisé forcément demain, et on est obligé d'utiliser ces méthodologies extrêmement riches d'inclusive design. Cette éthique du design, quelque part, ça fait partie des valeurs aussi des entreprises. C'est aussi une manière de pouvoir attirer des talents et de les garder aussi. Théoman, on se faisait la réflexion en préparant que dans les questions que posent aujourd'hui des sales quand on les engage, il y a peut-être 10 ans, on parlait de la voiture de société. Aujourd'hui, la question qui revient, c'est oui, mais quel CRM est-ce que vous utilisez? Parce que, in fine, c'est son outil de travail. C'est aussi une façon de voir comment l'entreprise gère sa relation avec ses clients. Et puis, comme on vient de l'entendre, peut-être qu'un CRM aujourd'hui dans une entreprise va avoir un autre usage dans les années qui viennent. Peut-être que chaque individu va avoir son propre petit CRM perso. Si on prend des softs comme Notion ou ce genre de choses, c'est que quelque part, ça peut être aussi un petit CRM personnel. C'est une évolution que vous constatez aussi avec les clients de Layton? C'est une évolution très forte. Effectivement, l'anecdote du sales qui demande en priorité quel CRM on utilise. Peut évoquer. En fait, ce que ça dénote, c'est que là, on parle du CRM, effectivement, mais le CRM, c'est une brique dans toute cette chaîne technologique au sein de l'entreprise. Juste avant, peut-être pour rebondir sur la question de l'inclusive design, moi qui me passionne aussi, hein, c'est assez intéressant qu'on en parle un petit peu. Est-ce que vous saviez, par exemple, que la première machine à écrire a été inventée par inclusive design? C'est-à-dire que l'ingénieur, alors si tant est qu'on puisse parler d'ingénieur à l'époque, le savant qui a inventé en fait la première machine à écrire cherchait un moyen de communiquer avec sa femme qui était aveugle. Et c'est de ce qu'il a réflexion que la première machine à écrire a été inventée. L'inclusive design, en fait, c'est une excellente façon de prendre en compte une partie des utilisateurs qu'on a du mal à intégrer dans les processus de design classiques, qui sont les extreme users. Les personnes, si on repart sur l'exemple du CRM, que je connais bien parce que j'ai eu une petite partie de ma vie pendant laquelle j'ai accompagné en fait des entreprises dans la transformation digitale de leur processus de vente. Vous avez des gens qui vont très peu utiliser le CRM, des gens qui vont énormément utiliser le CRM, parfois pas forcément ce pourquoi il est fait pour. Voilà, certains utilisent le CRM pour piloter leur contractualisation ou des informations qui n'ont pas forcément leur place au sein. D'autres vont mettre très peu d'infos. En fait, dans la façon dont vous allez, parce qu'au-delà de solutions technologiques qui sont proposées par des Microsoft et d'autres, autour de cet enjeu qu'est le CRM, il y a la façon de la mettre en pratique, parce que
comme disait Marc Corot tout à l'heure, la technologie est une chose, être capable de l'utiliser à plein potentiel pour son propre usage, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est être capable de faire en sorte que nos collaborateurs l'utilisent à plein potentiel, c'est encore autre chose. Parce que vous pouvez imaginer une solution technologique, l'adapter parfaitement à votre écosystème, si les utilisateurs ne l'utilisent pas, ROI 0. Et en fait, vous avez des méthodes de design autour de ça. Il faut embarquer les collaborateurs dans cette transformation, faire en sorte de capturer leurs besoins, les accompagner aussi. Et enfin, en fait, dans tout ce cycle de réflexion et de communication avec ses collaborateurs, des méthodes comme l'inclusive design, mais bien d'autres, servent à prendre en compte chaque catégorie d'utilisateurs. C'est pour ça que je trouve que le thème de l'inclusive design est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant aussi parce que là, on fait aussi, si on prend un peu de hauteur par rapport à cette chaîne de valeur au sein de l'entreprise, la digitalisation de la fonction commerce, bon, elle est déjà engagée. Hein, le CRM existe depuis aussi longtemps qu'on a des ordinateurs dans l'entreprise. Pareil, probablement pour une fonction un peu comptable, financière, etc. Ce qui aujourd'hui se digitalise de plus en plus, c'est la relation client, c'est la relation, je parlais tout à l'heure, d'expérience collaborateur, ce qu'on appelle aujourd'hui le digital workplace, qui d'ailleurs est un terme, presque un mot valise aujourd'hui, ça intègre énormément de composantes. Bien pareil, les entreprises travaillent beaucoup dans leur marque employeur via leur digital workplace. On parle souvent aussi de employee advocacy, c'est-à-dire comment nos collaborateurs communiquent sur l'entreprise, sur leurs propres réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à maîtriser, à piloter, à capturer. Et en réalité, si on prend l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est toute cette chaîne de valeur qui est en train de se digitaliser. Et derrière cette chaîne de valeur, il y a un certain nombre d'éléments de prise de décision qu'on a évoqués tout à l'heure. Nous, on le voit parmi certains de nos clients qui développent des technologies digitales ou d'interprétation des données, etc. Et on voit très bien ce vers quoi on s'oriente. Donc, la notion de responsabilité est extrêmement importante. La notion de cybersécurité, elle est aujourd'hui prégnante. C'est un élément qui est central aussi. Alors on le voit, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui travaillent pour imaginer des technologies de détection de patterns d'intrusion ou d'opérations un peu louches, si on s'intéresse à la fonction finance. Des mécanismes auto-apprenants qui permettent à l'entreprise d'initier des réactions assez rapidement. Et donc, l'ensemble de cette démarche repose sur des méthodes de design, sur des méthodes de réflexion pour intégrer la technologie pleinement dans le fonctionnement de l'entreprise et pas juste venir brancher un système numérique, quoi. Jonathan Bismuth, dans toute cette chaîne de valeur qui est créée, on le voit bien à toutes les étapes et à tous les endroits de cette chaîne, en fait, il y a de la valeur qui est créée grâce au numérique. Vous apportez cette brique qui est liée à la sécurité, mais quand vous observez, quand vous discutez avec vos clients, c'est quoi les besoins qui émergent le plus en dehors de la sécurité? Parce que forcément, quand vous arrivez avec les notions de sécurité, on tire sur le fil et puis il y a tout qui vient, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous repérez comme trou dans la raquette ou comme besoin particulièrement flagrant du côté de vos clients en dehors de la sécurité? Ça va vraiment dépendre de l'environnement client, mais concrètement, c'est vrai que généralement, en plus nous on a une tendance par défaut à privilégier security by design. On ne va pas en parler depuis le début, donc voilà, mais du coup comme d'autres, on va se retrouver à échanger, pas forcément avec l'IT ou avec le RSSI, mais avec toutes les chaînes de commandement différentes, et les besoins seront différents par rapport à cette chaîne. Ce qu'on va surtout voir, il y a plusieurs points qui reviennent fréquemment. La première, c'est évidemment la protection de la valeur, la protection de l'information. La deuxième, c'est aussi et surtout l'image client, l'image de marque. Et il n'y a pas que la sécurité là-dessus. On a parlé de certification utilisateur pour l'utilisation de ces solutions, etc. Donc, très souvent, lorsqu'on arrive en clientèle, on parle de cybersécurité. Au final, ça amène à une espèce de lien vers la digital transformation de manière générale. Et certes, nous, on va conserver un côté très axé risque sur le processus de transformation pour l'utilisation, mais évidemment, le point
clé qui nous revient systématiquement, et on l'a depuis 2012, hein, c'est « oui, mais quid de mon expérience utilisateur ?» Et forcément, on nous demande ça à nous, puisque la sécurité, il y a toujours eu un côté ouais, mais est-ce que ça ne va pas casser l'expérience? Est-ce que ça ne va pas faire de la régression? Est-ce que si, est-ce que ça? Au final, en discutant, on parle plus au final d'expérience en tant que telle. On voit, mais on a déjà parlé, hein, on voit une vraie volonté depuis quelques années maintenant, mais qui s'est accélérée post-Covid, parce que l'expérience utilisateur doit être aussi adaptée lorsqu'on n'est pas en entreprise, quand on est chez soi. Et pas forcément sur un ordinateur, mais on peut sur un téléphone, on peut sur une tablette, on peut sur une télévision, on peut sur à peu près n'importe quoi aujourd'hui, hein, les écrans partout. Et on se retrouve forcément à rediscuter expérience utilisateur, évidemment avec un layer de protection, mais pas que, puisque pour protéger quelque chose, il faut déjà définir ce quelque chose. Et on n'a pas une case design. Évidemment, c'est une clé absolue dans ce sens-là, qui est totalement mis en avant, mais voilà, ça reste une brique, comme la cyber, qui n'est qu'une brique de cette expérience qui est attendue par un utilisateur interne, par un client, par un usager de manière générale. Et c'est, en tout cas, à notre sens, nous c'est vers ça qu'on engage même les discussions avec le client, hein, en France ou ailleurs. On voit bien que c'est quelque chose qui est souvent, il y a souvent des griefs qui ressortent en plus parce que c'était pas comme on voulait, ou parce que avant c'était comme ça, il faudrait l'adapter parce que ça peut marcher, on est en 2021, qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette clé en tant que telle, voilà, c'est sur quoi on va se retrouver au final un peu challengé, mais au final apporter des informations, apporter du conseil, amener d'autres personnes de l'écosystème. Forcément, on travaille en collaboration avec des éditeurs, avec des développeurs, etc. Nous-mêmes, tout cabinet conseil qu'on a, on a 15% de bien plus de 15% d'ailleurs maintenant, on a 20% de notre masque dans la partie innovation, justement, pour mettre ensemble l'expérience utilisateur et cybersécurité. On n'est pas éditeur, mais on travaille aussi à ce sujet, en interne comme pour nos clients. Et l'UX, expérience utilisateur, c'est clairement un facteur clé, ne serait-ce que pour l'adoption. Que ce soit pour l'adoption de cybersécurité, parce qu'on aura beau proposer les meilleures choses possibles, les meilleures bonnes pratiques possibles, si elles ne sont pas acceptées, ça ne passera pas. Ou simplement pour l'utilisation d'une solution innovante. Elle peut être innovante si l'expérience elle peut être très bonne, mais pas appliquée dans le contexte, ou dans la culture entreprise du client, ou dans le secteur du client, ça ne suivra pas et ce sera un échec. Et au final, on a beaucoup d'échanges qui finissent sur ces sujets-là. Et notre job derrière va être d'adapter les contraintes cybersécurité à ce qu'il n'y ait pas de dégradation, au contraire que l'expérience utilisateur soit améliorée dans le cadre de ces initiatives. Marco, on parlait, Jonathan Bussune parlait d'écosystème. Si on se projette un petit peu, parce que le temps tourne, si on se projette un petit peu à 3-4 ans, sans boule de cristal, en tout cas moi j'en ai pas, je sais pas si vous en avez une, mais si on se projette un tout petit peu à 5 ans ou à 10 ans, la notion d'écosystème ou d'innovation écosystémique, comment est-ce que vous l'envisagez? Comment est-ce que vous imaginez que les années à venir vont être vont encore apporter des choses, et comment les choses vont évoluer par rapport à cette digitalisation de la chaîne de valeur? Vaste sujet. Alors, je ne vois pas non plus à 5 ans et à 10 ans, mais je peux vous dire ce que je vois aujourd'hui comme phénomène qui grossit. Donc, déjà, écosystème, ça désigne beaucoup de choses différentes. Moi, je vois un phénomène qui est apporté par la digitalisation des process d'entreprise, qui est que ça facilite finalement le travail avec d'autres entreprises. Ça facilite le transfert. Et donc, on voit que là où on avait l'habitude de penser un processus interne à une entreprise, on peut commencer à penser plus collectif. Donc, je vous donne plusieurs exemples. On a un acteur du luxe avec qui on a travaillé, à une blockchain qui permet de certifier
que chacun des acteurs qui a apporté une modification sur l'un des produits, de sa production jusqu'à sa commercialisation, puisse certifier cette modification. Donc, pourquoi blockchain? Parce que ça ne dépend pas d'un seul acteur et ça permet de publier de manière ouverte l'ensemble de ces modifications. Donc, ce type de système, on peut l'imaginer dans beaucoup d'écosystèmes différents, la voiture, le luxe, la production de n'importe quel objet. Et ça a l'avantage de certifier au client final une chaîne de vérité, de faits qui sont avérés sur l'objet qu'il va acheter, qu'il a acheté, qu'il veut revendre. Si je veux revendre un objet, je peux garantir son historique et toute une gamme de choses. Je peux garantir que j'achète un sac qui a appartenu à Madonna, par exemple. Ben voilà, tout ce type de choses, on voit bien que l'économie peut se transformer vers une économie d'écosystème dans lequel la mise en commun de data et la publication et la rendre publique ces data permet de faire grossir la valeur collective. Donc ça, c'est la première chose. Si on veut aller vers la sustainability, par exemple, et la publication de l'empreinte d'une entreprise ou d'un produit, on va être obligé d'adopter ce type de choses. C'est-à-dire que vous allez acheter un parfum, un objet quelconque, pour garantir son empreinte, vous allez être obligé de faire appel à un écosystème qui va devoir garantir la valeur, est-ce que c'est production de CO2, ce que vous voulez, voilà. Et donc là, c'est un mouvement de fond, un travail d'écosystème et dans lequel on est engagé. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de grande entreprise en France qui n'est pas intéressée par ce type de choses. Donc ça, c'est un premier aspect de création d'écosystème dans lequel on est obligé de sortir d'une entreprise donnée pour vraiment utiliser le digital et créer collectif. Il y a un deuxième aspect. Alors là, je suis un peu plus prospectif sur la notion d'écosystème. Alors, je vais être un peu. J'espère que je ne vais pas être trop loin de notre sujet, mais si vous voulez créer de l'IA qui est entraîné sur des modèles de data larges et que vous voulez que votre modèle soit le plus parfait possible, vous ne pouvez pas tabler que sur les datas de votre entreprise. Il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui dans n'importe quel secteur qui a suffisamment de data pour entraîner un modèle qui soit parfait. Et donc, vous allez être obligé de partager ces datas ou en tout cas de vous assurer que votre modèle, il est entraîné sur des datas qui sont plus vastes que celles que vous avez. Et ce, quand même, dans le respect de la privacy, des gens, etc. Donc, comment faire ce type de choses? Et si vous réfléchissez bien, ça fait longtemps que le software a ce type de problème. GitHub est là pour ça. Vous publiez votre code et il est amélioré par plein de gens, et vous récupérez un code qui est meilleur à la fin. Donc, on voit bien que d'une façon ou d'une autre, pour créer des modèles d'IA liés à l'optimisation de votre système de supply chain ou votre usine ou n'importe quoi, vous allez être obligé à un moment ou à un autre d'utiliser un écosystème qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de data. Toujours dans le respect de la façon dont on collecte des data. Ces data resteront la propriété des gens qui les auront produites, etc., etc. Mais vous allez être obligé de créer un écosystème de gens qui vont vous permettre d'avoir un meilleur algorithme. Donc, aujourd'hui, ça n'existe pas. Le nombre d'occurrences de ce type de choses doit être faible, mais c'est inévitable. Il n'y a pas d'autre option que de rentrer dans une logique de coopétition dans lequel vous allez créer avec vos concurrents, avec les gens qui sont sur le même segment, une infrastructure qui vous permet de progresser collectivement. Alors, tout le monde sait qu'il y a des cultures qui sont plus adaptées à la coopétition que d'autres. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a effectivement des pays qui réussissent mieux dans ce type de choses. Et moi, je conçois mon rôle là-dedans. On est le neutre de l'affaire, c'est-à-dire qu'on construit l'infrastructure et les basiques qui permettent à chacun de mettre en place ce partage d'informations dans le respect des droits des uns et des autres. Donc, quand je vous parle de la chaîne de valeur dans le domaine du luxe,
on a créé cette plateforme, on a trouvé cette solution de blockchain qui permet de respecter chacun et on a plein d'autres écosystèmes dans lesquels on voit que ça est en train de se créer. Il y en a un autour de l'énergie, comment est-ce qu'on partage de l'énergie entre plusieurs producteurs d'énergie et on respecte les droits des uns et des autres. On le voit arriver dans le food, dans la nourriture, comment les producteurs garantissent aux acheteurs et aux revendeurs la qualité du produit. Donc, il va falloir une ou plusieurs plateformes qui permettent ce type de choses. Et je peux vous donner des tas d'exemples. La mobilité, les datas de mobilité, comment est-ce que je construis un trajet aujourd'hui qui va d'un point à un autre en utilisant 3 ou 4 modes de transport différents? Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas aujourd'hui d'outils qui permettent ce type de choses. Donc, l'écosystème autour de la mobilité va se créer et qui peut-être sous l'impulsion des collectivités locales qui ont besoin, quand vous êtes à Paris, que vous allez d'un point A à un point B, vous ne pouvez pas utiliser que la RATP ou que la SNCF ou que… C'est pas possible. Il faut mettre les datas en commun et il vous faut quelqu'un qui vous aide technologiquement. Encore une fois, ce quelqu'un ne possède pas les datas, ne les utilisera pas, les datas restent la propriété soit de la collectivité locale, soit de l'opérateur de transport, mais qui permettent à ces différents acteurs qui se connaissent pas forcément beaucoup, qui n'ont pas envie de partager leurs valeurs et de mettre ça en commun pour créer une valeur pour l'utilisateur final qui est considérable. J'essaie de vous trouver. La santé, probablement, sera aussi un secteur où il faudra partager. Voilà. Tout à fait. On aura d'ailleurs l'occasion cet après-midi dans le panel sur l'intelligence artificielle et le machine learning de revenir amplement sur cette thématique-là. Théoman, cette notion de coopération, de co-construction de valeur, ça vous paraît aussi quelque chose de cardinal pour les années à venir? Il va falloir ouvrir les écoutilles? C'est essentiel du point de vue de l'innovation. Je pense qu'on ah voilà. Il y a un petit glitch dans le son. Du point de vue de l'innovation, c'est une réalité. Malheureusement, je pense qu'on a un petit problème de son avec Théoman. Peut-être couper le micro et le réactiver. Sinon, je vais poser la même question à Jonathan Bismuth. Cette notion de coopération, Jonathan, comment vous la percevez en interne et en externe aussi avec vos clients, la co-construction de valeur dans toute cette digitalisation, vous la percevez aussi comme un enjeu important dans les années à venir? Pour moi, de toute façon, elle est inévitable. Encore une fois, sur un facteur, on va nécessairement raisonner sur un facteur risque, mais ce qu'on voit, c'est que les attaquants, de leur côté, eux, n'ont pas attendu pour faire de la coopération, pour pouvoir provoquer des attaques avec un dommage infiniment plus important que s'ils avaient utilisé leurs propres moyens. On a beaucoup parlé d'IA, de blockchain, etc. C'est des sujets qui sont tout autant dans la cybersécurité et la protection des données de valeur aujourd'hui. Et comme ça a été dit un peu avant, on n'est pas capable, avec nos propres données, de pouvoir fournir une IA parfaite qui puisse protéger de manière intelligente, moduler les infrastructures en temps réel pour les protéger, des choses qui ressemblent à ça. La coopération et le partage des valeurs derrière, c'est quelque chose qui paraît en tout cas évident en matière de gestion de risque, tout simplement. Et on le voit déjà, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement attendu le Covid, même si c'est aussi un facteur accélérant parce que les risques ont explosé avec. Mais non, je ne peux que rejoindre ce qui a été dit avant. En tout cas, en matière de cybersécurité, c'est quelque chose sur lequel, c'est quelque chose qui est poussé depuis bien longtemps. On n'est pas du tout un simulateur, on a fait que suivre, mais c'est d'ailleurs assez étonnant de voir que c'est des mécaniques qui ont d'abord été utilisées pour faire du tort plutôt que de faire du bien. C'est malheureusement, mais il y a un appât de gain derrière. Forcément, lorsqu'on arrive à faire une attaque DDoS qui est impressionnante, arrive à dérouler les informations, les revendre sur Darknet, ben voilà, chacun partage ce qu'il a gagné, tout le monde est très content et ça fait des mafieux un peu plus riches. Donc ça arrange les choses pour eux. D'un autre côté, lorsqu'on est sur une structure très classique avec une blue team, une équipe de protection dans l'entreprise qui va essayer de se protéger contre tout ça, voilà, s'il y a pas de partage de recettes, de méthodes, de techno, d'observation, d'information avec les équipes équivalentes chez les concurrents ou chez les partenaires ou autres, ça marche pas. Ça marche pas parce que il faut bien aussi apprendre aux outils à reconnaître telle ou telle attaque. C'est un de nos sujets de cœur à nous, en tout cas sur 2021-2022 typiquement.
Et forcément, on se sent concerné. Et, le risque aujourd'hui, la simplicité pour attaquer de manière croisée un client qui à l'époque était des méthodes d'État, qui aujourd'hui se retrouvent avec des kits à 2500 € sur le Darknet, font que en face, nous n'avons pas le choix aussi de co-construire une méthode de protection des données de valeur clairement ensemble, quoi. On ne risque pas de rester dans notre petit coin, ça ne marche plus. On refait un tour chez Théomen. Allez, on essaye, vous m'entendez? Ah voilà, parfait. C'est mieux. C'est mieux. Rebonjour. Non, en quelques mots, cette notion d'écosystème, elle est extrêmement importante du point de vue de l'innovation. On n'aurait pas le temps, mais ce serait passionnant de reprendre toutes les théories justement de l'innovation collaborative, qui ont d'ailleurs été au cœur d'un certain nombre de stratégies d'innovation de grands groupes, qu'on parle de corporate venture, qu'on parle d'incubateurs au sein même de l'entreprise, etc. Et c'est une dynamique qui a déjà démontré en fait par le passé son efficacité, avec un certain nombre de limites évidemment, parce que le temps de la start-up n'est pas le même que le temps de la grande entreprise. Donc ça nécessite de s'aligner, et il y a un certain nombre de très belles initiatives qui ont déjà fait leurs preuves. Avec aujourd'hui la donnée et le digital, moi je rejoins complètement ce que dit Marc Corot aujourd'hui, et c'est vrai y compris pour des grands, pour Google et compagnie. Aujourd'hui, aucune entreprise n'a l'entièreté des données pour garantir un entraînement d'un modèle parfait. Ça, c'est évident. Et les mêmes questions qu'on se posait lorsqu'on parle de collaboration technologique avant, eh bien, ce sont les mêmes questions en fait qui se posent aujourd'hui lorsqu'on parle de collaboration dans la donnée. C'est à qui elle appartient, à qui appartiendra le fruit de cette collaboration, comment on le partage, comment on garantit que chacun continue à détenir sa propriété finalement. Et donc, c'est un élément qui est central, je pense, dans la dynamique d'innovation. D'autant plus lorsqu'on parle, Jonathan l'a dit tout à l'heure, juste à l'instant, lorsqu'on parle de cybersécurité, on a en face, on est sur le jeu du chat et de la souris, et on sait qu'on a toujours un temps de retard. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, je pense qu'on en est très loin encore. Hein. Les hackers ou les cybercriminels ont toujours de l'avance aujourd'hui, justement parce qu'ils ont réussi pour l'instant à mettre en place cet écosystème, puisque de leur côté, il y a très peu de conflits d'intérêts en fait, entre eux. Alors qu'entre entreprises, il y a un certain nombre de conflits d'intérêts qu'il faut arriver à régler. Se pose la question derrière tout ça de l'identité numérique qui a été évoquée, c'est-à-dire de dire comment on fait en sorte que chaque utilisateur puisse avoir une identité préservée, peut-être, je dirais, reportée d'une interface ou d'une technologie à l'autre. Ça, c'est un élément qui est central et sur lequel, pareil, je pense qu'on a besoin d'investissements forts et de prise d'initiatives fortes. Mais se pose aussi demain, puisqu'on est en train de réfléchir de façon un peu prospective, le sujet de la cybercriminalité, il est aujourd'hui un enjeu beaucoup financier pour les entreprises. On a évoqué tout à l'heure les impacts. Mais demain, et d'ailleurs c'est très proche, hein, demain, on parle d'enjeux vitaux, puisqu'on parlait tout à l'heure de véhicules autonomes. Lorsqu'on sera dans son véhicule, peut-être, je l'espère pas, mais peut-être pris en otage, en pleine circulation, en pleine autoroute, avec quelqu'un qui nous dit « vous payez » ou alors « je plante la voiture ». Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sera avec un médecin, un expert de la chirurgie neuro qui vous opère depuis l'Australie alors que vous êtes aux US grâce à des technologies comme la 5G? On parle de prise d'otage au sens physique, c'est-à-dire que les impacts maintenant de la cybercriminalité passent d'enjeux immatériels à des enjeux qui sont de l'ordre de l'intégrité physique. Donc, alors, je ne dis pas ça pour être dramatique, hein, absolument pas. C'est juste que l'innovation qui porte cette cybersécurité et l'écosystème qu'on sera capable de créer et d'agréger autour de technologies que peuvent proposer Microsoft, autour d'acteurs spécialistes de la cyber comme peuvent l'être des BNM, et de proposer un organe de financement de tout ça, parce qu'il faut trouver aussi comment financer tous ces travaux. Les hackers ont trouvé leur propre réseau de financement, à nous de trouver les bons. Feront que ça sera la clé en fait pour savoir si on sera capable de proposer des solutions. Ça me paraît être une excellente manière de pouvoir conclure ce panel. Il est 10h45. On va tout doucement clôturer puisque la suite de la journée s'annonce encore chargée, puisque à partir de 11h, vous allez pouvoir retrouver la suite de ce summit avec... alors, ce sera en anglais pour le restant de la journée. Vous pouvez encore vous inscrire, hein, vous pouvez encore rejoindre les différents Zooms qui auront lieu, notamment sur le machine learning cet après-midi, je l'ai dit, mais aussi la 5G.
Voilà, messieurs, un tout grand merci à vous d'avoir été présents pendant toute cette heure. J'espère que dans le Zoom, il y avait encore deux, trois questions, mais qui parlaient notamment de cette création de valeur, donc ça tombait plutôt bien. Encore beaucoup de choses évidemment à pouvoir dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas, rejoignez-nous pour le restant de la journée. Il y a encore 5 panels voilà, pour faire le tour de ces questions liées à l'innovation et à la digitalisation de cette chaîne de valeur. Encore un grand merci à vous, Marc Corot, Jonathan Bismuth et Théoman Atamayan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On break et puis on se retrouve pour le restant de cette journée. Merci à tous